dans ce cours, on va travailler sur le produit scalaire dans l'espace. Je reviendrai sur cette formidable introduction en fin de cours pour expliquer un peu mieux ce que c'est un produit scalaire, ce que j'ai compris à la fac et qui a révolutionné ma façon de voir le produit scalaire. Alors finalement, qu'est-ce que c'est le produit scalaire dans l'espace? On va se ramener dans le plan. Tout ce qu'on savait faire en première, on va donc pouvoir le faire à partir du moment où on est dans un plan. Donc l'idée, si on a deux vecteurs de l'espace, je vous rappelle qu'on ne définit pas ce que c'est des vecteurs de l'espace, puisqu'il faudrait parler d'espace vectoriel, et c'est pas au programme. Mais si on a deux vecteurs de l'espace, il suffit de prendre un point, ici je l'appelle A, de construire le point B tel que le vecteur U est égal au vecteur AB, de construire le point C tel que le vecteur V est égal au vecteur AC, et alors on aura un représentant du vecteur U et du vecteur V dans un même plan, le plan ABC, et donc, puisqu'on est dans un plan, on va pouvoir calculer le produit scalaire AB scalaire AC dans ce plan-là. Donc finalement, dans ce chapitre, on ne va avoir qu'un seul objectif, quand on va vouloir calculer un produit scalaire, c'est se mettre dans un plan dans lequel on a des représentants de ces deux vecteurs. On aura bien évidemment d'autres formules après où on n'aura pas besoin de se compliquer la vie et à se mettre dans un plan, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous rappelle qu'un produit scalaire, c'est un produit entre deux vecteurs qui donne un réel, donc un scalaire. Scala, en latin, ça veut dire mesure. Donc, c'est pas un produit entre vecteurs qui donnerait un vecteur. Ça s'appelle le produit vectoriel et c'est pas du tout au programme. Nous, ce sur quoi on travaille, c'est sur le produit scalaire, c'est-à-dire un produit de deux vecteurs qui donne un nombre réel. Alors, on prend trois vecteurs de l'espace, et puisqu'on a dit qu'il suffisait de se mettre dans un plan dans lequel on avait des représentants de ces vecteurs, eh bien toutes les propriétés de première vont fonctionner. Donc première propriété très importante, le produit scalaire est commutatif. U scalaire V, c'est V scalaire U. Propriété essentielle, la linéarité. U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. De la même manière, si on a un produit d'un vecteur, c'est-à-dire K fois vecteur U, dont on fait le produit scalaire avec un vecteur V, et bien finalement on pourra en quelque sorte sortir le réel et faire donc K fois U scalaire V. Le produit scalaire entre le même vecteur, ça donne un nombre réel bien évidemment, mais qui ici est positif. Ça donne la norme de U au carré. Le produit scalaire entre deux vecteurs est nul si on a l'un des deux vecteurs qui est le vecteur nul, et sinon on a la formule de première, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle orienté UV. Si je l'écris avec des lettres, ça donne cette formule que vous avez vue en première. Et on a enfin une sorte de formule du type A plus B au carré. La norme de vecteur U plus vecteur V au carré, c'est norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V, donc attention, ça c'est un réel, plus norme de V au carré. On a un réel ici, un réel ici, un réel ici et un réel ici. Et donc si on isole U scalaire V, on obtient cette formule-là. Personnellement, je ne la connais pas par cœur, je connais celle-ci par cœur, puisqu'elle ressemble à A plus B au carré. Et si j'ai besoin de calculer U scalaire V, je retombe sur ça. Si on l'écrit avec des lettres, on obtient cette formule bien pratique. AB scalaire AC, donc ce vecteur scalaire ce vecteur, ça fait la moitié de cette distance au carré plus cette distance au carré, c'est les deux distances dont je pars en partant du point A ici. Cette distance au carré plus cette distance au carré moins cette distance au carré. Si on est dans un repère orthonormé, ça veut dire que on a, si le repère c'est OIJK, ça veut dire qu'on a par exemple I scalaire J qui est égal à 0. De la même manière, I scalaire K et J scalaire K, ça fait 0, puisque les vecteurs sont orthogonaux, puisqu'on est dans un repère orthonormé. Ça, c'est surtout parce qu'on est dans un repère orthogonal. Mais comme il est en plus orthonormé, on va avoir I scalaire I, qui est égal à norme de I au carré, mais comme le repère est orthonormé, norme de I, ça fait 1. Et donc, en calculant U scalaire V, en prenant les coordonnées
du vecteur U et les coordonnées du vecteur V dans ce repère, on va avoir une formule analogue à celle de première S, c'est-à-dire qu'en première S, on avait U scalaire V est égal x, x' plus y, y'. Ici, il suffit de rajouter le même type de formule avec la cote, plus z, z'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'espace que deux vecteurs non nuls sont orthogonaux? Eh bien, tout simplement, on a deux vecteurs non nuls, on va les nommer AB et CD, on peut toujours le faire. Il suffit de prendre un point A et de trouver le point B tel que le vecteur AB est égal au vecteur U, de la même manière ici. Et donc tout simplement, on va se ramener à ce qu'on a fait en géométrie dans l'espace classique, la géométrie euclidienne. On va tout simplement dire que mes deux vecteurs sont orthogonaux si les droites qui sont portées par ces vecteurs eh bien, sont orthogonales. Et donc par convention, de manière à avoir l'expression analytique qui fonctionne avec un vecteur nul, on va dire que le vecteur nul il est orthogonal à tout vecteur. Si je fais le vecteur U scalaire le vecteur nul, ici les coordonnées de ce vecteur ce sera 0, 0, 0, et donc j'obtiendrai 0 ici. Et donc on arrive très facilement, je vous laisse lire la démonstration, au fait que si on a deux vecteurs non nuls de l'espace, ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0, exactement comme dans le plan, comme vu l'année dernière. Dans le chapitre précédent de géométrie dans l'espace, on avait défini ce que c'était une droite orthogonale à un plan. Et bien ici, on va faire la même chose avec un vecteur directeur de cette droite, et on va dire qu'un vecteur est normal si il est orthogonal à tout vecteur du plan. Sauf que, on l'avait vu en géométrie dans l'espace, mais nous ne l'avions pas démontré, ça revient à dire que, en fait, le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Et donc ça, nous, on dira que le vecteur n, il est normal au plan. J'insiste bien, le vecteur n est normal au plan, si et seulement si, ce vecteur, il est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Ça se démontre assez facilement, c'est même une roque. Dans le sens direct, c'est-à-dire si on suppose qu'on a un vecteur normal à un plan, c'est facile, puisque s'il est normal au plan, ça veut dire qu'il est orthogonal à tout vecteur qui admet un représentant dans le plan, et donc il est forcément orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. C'est la réciproque qui est un tout petit peu plus compliquée. Donc on suppose cette fois qu'on a un vecteur n qui est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, que je note u et v. Ça veut donc dire qu'on a u scalaire n qui est égal à 0 et v scalaire n qui est égal à 0. Maintenant on va montrer que pour n'importe quel vecteur w du plan, eh bien on a w scalaire n qui est égal à 0. Autrement dit que n est orthogonal au vecteur w. Alors puisque le vecteur w il est dans le plan, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire du vecteur U et du vecteur V, qui sont des vecteurs non colinéaires de ce plan. Et donc, si on applique la linéarité, W scalaire n, ça fait alpha U plus bêta V scalaire n. On applique la linéarité, ça va faire alpha U scalaire n, et on peut sortir le alpha, plus bêta V scalaire n, et on peut sortir le bêta. Sauf que U scalaire n et V scalaire n, on l'a vu juste avant, c'est ce qu'on avait supposé, ça fait 0, donc ça fait bien 0. Au bac, on pourrait imaginer qu'on vous demande de démontrer la propriété qui veut dire exactement la même chose qu'on a vu dans le chapitre géométrie dans l'espace. Autrement dit, si une droite D est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan P, alors elle est orthogonale au plan P. Ça, c'est une roque aussi. Je vous mets la démonstration guidée comme un exercice de type bac dans la fiche qu'il faut savoir faire en exercice et je vous mets la correction. L'année dernière, vous avez vu que dans le plan, toute droite avait une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. On pourrait donc s'attendre à ce que une équation de ce type représente une droite dans l'espace, puisqu'on a ajouté la cote. Eh bien non, dans l'espace, cette équation, ça va être celle d'un plan. Et donc c'est ce qu'il faut démontrer. En fait, il y a deux choses à démontrer. D'abord que tout plan dont on connaît un vecteur normal a une équation de cette forme-là. Vous remarquez que le vecteur normal a pour coordonnées ABC, on va retrouver dans l'équation cartésienne les coordonnées de ce vecteur normal, un peu comme en première. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'équation cartésienne du plan. Et réciproquement, si on a un vecteur dont les coordonnées ne sont pas tous nulles en même temps, alors si on cherche qu'est-ce que représente l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifient cette équation, eh bien ça va être un plan de vecteur normal de coordonnées ABC. C'est une roque, je vous la mets en exercice de façon guidée comme un exercice bac
Ça pourrait tomber d'ailleurs au bac, et je vous mets la correction dans la fiche d'exercice. Il faut bien insister sur un point. Dans l'espace, une droite n'admet donc pas d'équation cartésienne, puisqu'on a vu que ce type d'équation c'était celle d'un plan. C'est pour cela qu'on a vu la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace dans le chapitre précédent. Donc un plan admet une équation cartésienne et aussi une représentation paramétrique dans l'espace, tandis qu'une droite admet uniquement une représentation paramétrique. Mais si on considère qu'une droite est l'intersection de deux plans séquents, comme chaque plan a une équation cartésienne, alors on peut éventuellement dire qu'une droite admet pour équation un système de deux équations cartésiennes. Nous verrons ça plus en détail dans les exercices, mais c'est vraiment important à retenir que dans l'espace, une droite n'a pas d'équation cartésienne, d'où la représentation paramétrique d'une droite qu'on a dû créer au chapitre précédent. Dans ce chapitre précédent, justement, on avait défini ce que c'était deux plans perpendiculaires. Ça voulait dire que l'un d'eux contenait une droite qui était orthogonale à l'autre plan. Si on transpose cela en termes de vecteurs, ça veut dire qu'on aura deux plans perpendiculaires lorsque un vecteur du premier plan est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de l'autre. C'est tiré de la propriété qu'on a vue précédemment. Donc la méthode classique, si vous voulez montrer que deux plans sont perpendiculaires, c'est de trouver d'abord un vecteur qui est dans le premier plan et de démontrer, par exemple avec le produit scalaire, que ce vecteur-là, il est orthogonal à deux vecteurs directeurs de l'autre plan. Autrement dit, en deux calculs de produit scalaire, on a démontré que deux plans sont perpendiculaires, ce qui est beaucoup plus efficace que le chapitre précédent sur la géométrie dans l'espace. Enfin, une dernière manière de montrer que deux plans sont perpendiculaires, c'est de démontrer que un vecteur normal au premier plan est orthogonal à un vecteur normal du second plan. Ça a l'air évident sur ce dessin, mais toujours pareil, ça se démontre. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la page 328 du manuel. La démonstration n'est pas compliquée et je préfère me concentrer sur des exercices différents, mais c'est un exercice intéressant. Petit point historique que je vous laisserai lire plus en détail, au 19e siècle, c'est le mathématicien Grassmann qui étudiait le phénomène des marées et qui a développé ce qu'on appelle le calcul vectoriel et qui a défini le produit scalaire que lui appelait le produit linéaire. Ce produit algébrique, il le note avec ce symbole qui plus tard deviendra uniquement un point. Et c'est Hamilton en 1853 qui lui le nommera produit scalaire parce que ce produit est une mesure en quelque sorte de deux vecteurs que l'on multiplie, c'est donc un réel. Vous lirez plus en détail dans le polycopier une application qui est quand même bien utile du produit scalaire en mathématiques ou en physique, c'est de calculer l'angle formé entre deux droites dans un repère orthonormé. Pour faire ça, on utilise d'abord la première formule AB scalaire CD, c'est norme de AB fois norme de CD fois cosinus de l'angle orienté entre le vecteur AB et le vecteur CD. On obtient une relation et on calcule le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur CD, cette fois avec l'expression analytique, donc dans un repère orthonormé, et en mélangeant ces deux façons de calculer le produit scalaire, on va avoir une relation sur le cosinus, et donc on va pouvoir calculer ce cosinus de l'angle orienté et obtenir ainsi, grâce à la calculatrice, avec la touche cos-1, la fonction réciproque de la fonction cos, ainsi obtenir une valeur approchée de l'angle orienté ABCD, ici 105,3 degrés environ. Une autre application en physique que je vous laisse lire, ça permet de calculer la résultante de deux forces et le travail d'une force. Revenons à l'introduction de ce cours. Un produit scalaire, en fait, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive sur le produit cartésien d'un espace vectoriel. Mettons de côté ce qu'est un espace vectoriel et concentrons-nous sur ce que veulent dire les mots symétrique, bilinéaire, défini et positive. Symétrique, on l'a vu, U scalaire V, c'est V scalaire U. Bilinéaire, finalement, c'est la linéarité. Linéarité entre trois vecteurs, U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W, et la linéarité avec un scalaire aussi. U scalaire lambda V, c'est lambda U scalaire V. C'est donc une forme bilinéaire dans le sens où on peut à la fois développer en quelque sorte avec des vecteurs, mais aussi avec un nombre. Cette forme est définie quand je fais le produit scalaire d'un vecteur par lui-même. Si ce produit fait 0,
c'est nécessairement que mon vecteur est égal au vecteur nul. Et ça, on le sait parce que u scalaire u, c'est norme de u au carré, et une norme d'un vecteur qui fait 0, ça veut dire que ce vecteur est le vecteur nul. Et cette forme, elle est positive parce que quand je fais le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, ça donne un nombre positif. Cette façon de voir le produit scalaire a changé ma façon de voir les choses, car j'avais toujours pensé qu'un produit scalaire, c'était utile en géométrie vectorielle. Or, ce n'est pas du tout le cas. Du moment où on se met sur un ensemble qui contient une addition, une multiplication entre un nombre et un élément de cet ensemble, qu'on peut dire que l'addition est associative, commutative, qu'il existe un élément neutre, etc. À partir du moment où on est sur ce type d'ensemble, on peut définir d'autres produits scalaires. Par exemple, comme nous le verrons avec les intégrales, on peut définir un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues sur un intervalle AB et à valeur dans les réels de la manière suivante. Autrement dit, cette fonction phi, qui est à deux variables puisque je mets deux fonctions f et g et que ça me retourne un nombre, c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie, positive. C'est donc un produit scalaire et donc on peut lui appliquer toutes les propriétés qu'on connaît du produit scalaire, par exemple en géométrie. Finalement, quand on a compris ça, on prend du recul sur ce qu'est un produit scalaire et sur sa façon de faire des maths. On fait du lien entre différentes branches des mathématiques. Et ça, c'est beau.